Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à deux concepts importants, le concept de modèle et le concept d'exécution. On parle de modèle et d'exécution, parfois on parle de loi application, on parle parfois en linguistique de langue parole, culture comportement, structure habitus ou habitus pratique comportement. Donc on va essayer de comprendre ce modèle-là, cette conception, modèle-exécution, parce qu'elle guide à peu près toutes les réflexions de Pierre Bourdieu. Donc, modèle-exécution. Il y a un sens technique ou technologique à ce couple conceptuel. Quand on a un modèle ou un dessin, par exemple, d'un bâtiment ou d'une machine devant les yeux, et qu'on cherche à le réaliser, à l'exécuter. D'accord ? Donc on a un modèle, un dessin d'un bâtiment, d'une machine, et on cherche son exécution, c'est-à-dire à le construire, à le réaliser, à l'exécuter. C'est ça que signifie fondamentalement la conception modèle-exécution. Modèle-exécution. L'idée de modèle-exécution se retrouve donc dans l'idée que le modèle est construit consciemment par la raison de l'architecte ou de l'ingénieur. L'exécutant, par exemple le maçon ou le technicien, il comprend le modèle, le dessin, et le réalise. Il l'exécute consciemment, étape par étape. Le modèle, il est plutôt du côté de l'intelligence ou de tout ce qui est intellectuel. Et l'exécution, elle sera plutôt rangée du côté du manuel. Donc le modèle, c'est un dessin, c'est un ensemble d'idées ou de concepts. Et l'exécution, qu'est-ce que c'est ? C'est l'assemblage de matériaux qui correspond au modèle. Cet assemblage va construire donc, un objet réel qui correspond au modèle. Donc, un autre exemple qui obéit à cette règle modèle-exécution, le juge. Le juge a des lois qui sont des modèles ou des formes universelles valables pour tous les citoyens. Il les applique, il les exécute sur des cas particuliers. Exemple de loi, de modèle ou de concept abstrait universel. La propriété privée, qui est le fondement même du système capitaliste. Tous les êtres humains ont le droit d'user et d'abuser de leur propriété. Donc voilà, je dirais, le modèle général, avec la loi sur le vol qui va avec, évidemment, modèle juridique. Tout voleur sera puni à 3 ans de prison ferme, par exemple. Donc une loi juridique, c'est un modèle. Une loi, c'est un modèle. Et le juge va l'exécuter ou va l'appliquer. Exécution de la loi, par exemple, Monsieur Dupont, vous êtes condamné à 3 ans de prison ferme. Ici, donc, on a la loi qui est le modèle juridique et le jugement du juge donc, qui est l'exécution de la loi. Donc on a toujours ce couple modèle-exécution au sens juridique, pas au sens technique de tout à l'heure. On retrouve ce couple modèle-exécution dans la conception de la langue et de la parole. La langue, qu'est-ce que c'est ? C'est tous les mots et toutes les règles syntaxiques apprises par imitation des adultes, de notre famille et de notre classe sociale, depuis l'enfance, et qui sont enfouies évidemment au fond de notre cerveau. Toutes les règles, toutes les lois syntaxiques, toutes les lois de conjugaison, on les a apprises depuis l'enfance, en famille et à l'école, et elles sont quasi inconscientes. Donc ces règles syntaxiques sont quasi inconscientes. On n'a pas besoin de réfléchir à tout ce que l'on dit. La parole, elle est fluide, elle est automatique en général. Bien sûr, quand on essaye de parler dans une langue étrangère, qu'on ne connaît pas trop, eh bien on réfléchit aux mots, à la conjugaison, on parle lentement parce que c'est une langue étrangère qu'on ne maîtrise pas. Mais pour notre langue maternelle, ce n'est pas le cas. Tout se fait sans réflexion, sans hésitation. Je vous donne ici un exemple de règle syntaxique inconsciente qu'on a incorporée et dont on est presque plus conscient. Voilà. Regardez cette phrase par exemple, je mange des fruits, ou elle pense à ses études. Dans ces deux phrases, on a un modèle sujet, verbe, complément, qui est une structure, une règle syntaxique inconsciente. Je, c'est le sujet, mange, c'est le verbe, des fruits, complément. Elle, c'est le sujet,
pense, c'est le verbe, et à ses études, complément. Sujet plus verbe plus complément. Ça, c'est le modèle linguistique de toutes nos phrases ou presque. C'est la structure inconsciente, en fait, qui nous sert à fabriquer toutes nos phrases. Et c'est enfoui dans notre cerveau, on n'en a même pas conscience. Donc toutes nos phrases sont structurées selon ce modèle linguistique inconscient, dans notre cerveau. Donc, qu'est-ce que c'est que la parole? Quand vous parlez, vous exécutez, c'est une exécution automatique de règles syntaxiques inconscientes. D'accord? Quand on parle dans notre langue maternelle, on exécute des modèles linguistiques, des règles syntaxiques, des règles de grammaire enfouies dans notre cerveau. Donc ici, notre langue est un modèle, des règles de syntaxe par exemple, de conjugaison, et notre parole, une exécution de ces règles inconscientes qu'on a incorporées depuis l'enfance. Donc, il faut faire attention à une chose, c'est que le juge est conscient des lois qu'il applique, alors qu'un locuteur qui parle n'est pas conscient des règles syntaxiques qu'il exécute. Donc, certains modèles, comme les lois juridiques, qui sont des modèles, sont conscients, et d'autres modèles sont enfouis dans notre cerveau et inconscients, comme les règles syntaxiques de notre langue. On parle aussi du couple modèle-exécution en ce qui concerne la culture et le comportement de personnes qui appartiennent à une certaine culture. Qu'est-ce que c'est qu'une culture? Ce sont les habitudes, les proverbes, les coutumes, les manières de penser, de sentir et d'agir qui sont communes à une communauté. Donc, ces habitudes et ces règles sont inconscientes pour la plupart. La culture ici, elle constitue le modèle, et le comportement, c'est l'exécution donc des règles culturelles. Donc, en comparant différentes cultures, évidemment, on découvre leurs différences et on comprend et on prend conscience de la relativité des coutumes et des habitudes. Donc chaque culture a ses coutumes, chaque culture a ses habitudes, et en général, les membres d'une culture ne sont même pas conscients de leur culture ou des règles fondamentales de leur culture. Par exemple, en comparant une société capitaliste à une société sans monnaie et sans marché, on se rend compte, parce qu'on en a vraiment besoin, mais on se rend compte que la monnaie n'est pas une réalité naturelle ou universelle. Il y a des sociétés qui vivent sans argent, sans marché, sans usine, sans police et sans État. Ils n'ont pas besoin de gendarmerie, ils n'ont pas besoin d'argent, ils vivent sans toutes ces institutions capitalistes, entre guillemets. Donc toutes ces structures, monnaie, loi sur la propriété, police, sont des réalités historiques et culturelles. Elles ne sont pas naturelles, elles n'ont pas toujours existé. Donc elles n'ont pas toujours existé, elles sont apparues à un moment donné et dans un lieu donné pour des raisons bien précises. Elles n'existeront pas toujours. Et si d'autres peuples peuvent s'en passer, nous pouvons nous en passer nous-mêmes. Donc toutes les structures historiques sont contingentes, c'est-à-dire qu'elles peuvent disparaître, puisqu'elles n'ont pas toujours existé. Ceux qui vivent, bien sûr, dans une société sans monnaie et sans propriété, ne sont pas conscients que d'autres sociétés sont possibles. Et la plupart des personnes qui vivent dans une société capitaliste avec marché ne savent pas que d'autres peuples vivent sans marché, que le capitalisme n'a pas toujours existé et qu'il est apparu et qu'il peut disparaître. Donc, en comparant les sociétés polygames et les sociétés monogames, les sociétés uxorilocales. Les sociétés uxorilocales, ce sont des sociétés où le mari va vivre chez sa femme. Et les sociétés virilocales, ce sont des sociétés où l'épouse va vivre chez son mari. Donc, on découvre l'inconscient de chaque culture. Quand un agent vivant dans une culture uxorilocale va vivre chez son épouse, il n'est pas toujours conscient que d'autres comportements sont possibles, que d'autres cultures sont possibles, que dans d'autres cultures on agit autrement. Donc, il est contraint à exécuter cette règle uxorilocale sans prendre conscience que d'autres règles sont possibles. Donc la culture, c'est l'ensemble des règles, des valeurs, des modèles enfouis dans notre cerveau et qui sont donc inconscients. Nous sommes d'une certaine manière des automates culturels, nous exécutons les coutumes et les règles sans souvent comprendre ces règles, sans être capable de les expliquer aux autres. Demander aux agents, aux êtres humains d'expliquer leur comportement, d'expliquer les règles qui guident leur comportement, eh bien souvent les agents ne savent pas. Et ils répondent en général, je fais comme tout le monde, c'est la tradition, cela a toujours été comme ça, nos ancêtres nous ont laissé ces belles coutumes, etc. Donc ils ne savent pas expliquer rationnellement
leurs coutumes, mais ils les suivent parce qu'ils pensent qu'on ne peut pas faire autrement et que c'est très bien de faire ainsi. Donc, nous exécutons les règles de notre culture sans savoir d'où elles viennent, ni comment les justifier. En découvrant d'autres cultures, on est surpris par nos propres coutumes, ainsi que par leur arbitraire, c'est-à-dire l'arbitraire du coutume, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas naturelles, elles sont relatives à chaque peuple. Question, est-ce que nous sommes des robots culturels ou des automates culturels, des idiots culturels, des supports passifs de structures culturelles, de normes et de règles culturelles? Ça, c'est une question fondamentale, en fait, en sociologie, et certains le pensent. Donc la culture, pour résumer, c'est l'ensemble des modèles de comportement qui sont inconscients, enfouis dans notre cerveau, et les agents, que sont-ils? Ce sont des exécutants irréfléchis de règles qu'ils ne comprennent même pas. C'est-à-dire que la culture, nous avons incorporé ces règles culturelles, elles sont dans notre cerveau, et après nous agissons sans vraiment comprendre ce qu'on fait. Merci pour votre attention.